Salut! Dans cette vidéo, nous allons voir un cas d'application du déphaseur cathodine au travers de l'étude d'un distorsiomètre. A tout de suite! L'équipement que vous voyez est un distorsiomètre IM58 de la société Heathkit. Il dispose d'un cadran analogique, d'un galvanomètre analogique gradué en RMS relativement précis. Il est possible d'utiliser cet équipement entre 1 volt et 30 volts RMS en entrée, ce qui permet de travailler sur la plupart des montages à tubes. C'est un équipement relativement précis pour un équipement amateur. Le réglage du filtre réjecteur se fait au moyen d'un condensateur variable et d'une résistance d'équilibrage du cathodine, ce que je vais vous expliquer dans quelques minutes. Par ailleurs, ce produit permet de travailler sur des gammes de fréquences allant de 20 Hz à 20 kHz, permettant de sortir une famille de courbes. Alors en termes de démontage, c'est relativement aisé. Il n'en va pas de même du montage, s'il s'agit d'un kit en montage en l'air, relativement difficile à réaliser pour un amateur, même pour ne pas dire très difficile. Je ne suis pas l'auteur d'ailleurs de ce câblage, je l'ai acheté comme tel. Le condensateur est blindé, le condensateur à air est blindé dans une cage, avec une ficelle qui permet de démultiplier pour avoir plus de précision dans le réglage. Il y a 6 tubes, dont une pentode montée en pseudo-triode, et bien sûr des tubes blindés sur cet équipement. Par ailleurs, 2 diodes au germanium assurent le redressement sur le galvanomètre pour la sortie des valeurs RMS de manière relativement précise pour un équipement aussi simple de cette époque. Et surtout, il y a un tube régulateur de tension à gaz. Le distorsiomètre est un équipement qui a disparu du poste de travail de l'ingénieur ou du technicien. Pour autant, ces équipements peuvent rendre bien des services pour qualifier des équipements audio ou des étages audio, mais également pour aligner des récepteurs en bande étroite, comme j'ai pu le faire pendant un grand nombre d'années en analogique. Ils sont remplacés de nos jours par des équipements qui font de la transformée de Fourier rapide, comme vous pouvez le voir ici. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo de Philippe de Merliac sur sa chaîne, et je vous mets ici le lien en fiche. Parlons maintenant un peu de distorsion, quelques rappels. Alors il existe essentiellement 2 types de distorsion. La distorsion linéaire, c'est-à-dire la distorsion gain-fréquence, mais également la distorsion de phase. Certains ne classent pas ces phénomènes comme de la distorsion, attendu qu'ils peuvent être corrigés par des filtres. Et il y a ce que l'on appelle de la distorsion non linéaire, c'est ce que va relever un distorsiomètre. Attention, un distorsiomètre ne relève pas tous les types, n'est pas pertinent pour relever tous les types de distorsion non linéaire. Il en va par exemple de la distorsion de raccordement, de la distorsion d'intermodulation, qui nécessite un équipement spécifique pour pouvoir correctement la qualifier, et enfin la distorsion harmonique, c'est ce qui va nous occuper dans cette vidéo. Alors la propriété de ces distorsions, c'est qu'elles ne sont dites non linéaires, et c'est précisément ce qui qualifie un circuit linéaire de non linéaire. Je vais y revenir dans une vidéo que je mettrai en ligne concernant le transformateur. Cette distorsion s'appelle de la distorsion harmonique, qui en anglais s'appelle de la Total Harmonic Distortion plus Noise, c'est-à-dire distorsion totale harmonique plus le bruit. Et on va voir que la propriété de cette distorsion est d'enrichir le spectre. Intéressons-nous maintenant au spectre. Alors on va imaginer qu'on va tester un quadripôle, ce que vous voyez apparaître ici, quelconque, peu importe, on ne s'occupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur du quadripôle, qui est présenté ici, et on va imaginer qu'on vient lui appliquer à l'entrée un signal sinusoïdal réputé parfait. Si en sortie, on observe un signal équivalent en termes de forme, une forme rigoureusement équivalente, alors je tiens à vous dire que ça n'est pas très facile d'apprécier la distorsion à la seule forme des signaux avec un oscilloscope. Pour autant, puisque là on fait un peu de théorie, on va considérer que le signal est absolument parfait. Si maintenant on regarde ça dans le domaine spectral, et c'est là qu'il faut faire un exercice de pensée, ce que ne vous donne pas un scope, sauf s'il a une FFT, ben vous allez voir que le signal que vous avez rentré à l'entrée est constitué uniquement d'une fondamentale. Et en sortie, nous nous retrouvons avec le même signal atténué, puisque là on peut imaginer qu'on a quelque chose qui atténue le signal, mais à ceci près, si on a une variation d'amplitude, on a aussi une adjonction du bruit. Cette adjonction du bruit est liée à l'atténuation propre du quadripôle que vous avez ici. Quel que soit le quadripôle que vous allez utiliser, vous ferez un apport de bruit, y compris sur des équipements passifs. Alors à partir de là, il est possible, j'y reviendrai, d'écrire des fonctions de transfert. Ça, ce n'est pas le cas
quand on sera sur des quadripoles non linéaires, ce qui est le cas des amplis, des tubes, des étages à l'état solide. Et là, on pourrait imaginer qu'on a un simple pont diviseur, par exemple, ou un filtre passe-bas, ou un filtre passe-haut, enfin peu importe. On peut imaginer toutes sortes de choses qui vont nous donner ces choses-là, mais par contre, on constate ici qu'on n'a pas de distorsion harmonique. Pourquoi ? On est sur un circuit linéaire, et ce qui caractérise un circuit linéaire, c'est qu'il n'y a pas d'enrichissement spectral. À l'exception du bruit, on n'a pas enrichi le spectre dans ce cas précis. Et évidemment, on a fait une augmentation du facteur de bruit. Je reviendrai sur les notions de facteur de bruit, et notamment dans la cascade des étages. Je passe simplement un message. Tout ce que j'ai pu voir sur le net, par exemple, concernant les préamplificateurs dits passifs, sont une aberration au point de vue électronique, et en particulier dans leur apport et leur dégradation du facteur de bruit global de l'ensemble d'une chaîne, qu'elle soit audio ou radioélectrique. Si nous venons à l'idée maintenant de tester un quadripole quelconque, dans les mêmes conditions, et que nous obtenions ce signal-là fortement déformé, il n'est pas nécessaire de faire une transformée de Fourier rapide pour constater que nous avons ce que l'on appelle de la distorsion. Et si on le regarde maintenant d'un point de vue spectral, on constate que l'on a obtenu un spectre enrichi à la fois du bruit, mais également d'un certain nombre d'harmoniques qui n'étaient pas présentes à l'entrée. Alors ce que vous avez là, c'est la définition même de ce que l'on appelle de la distorsion harmonique. Il s'agit de la distorsion harmonique pour l'heure parce que nous injectons dans ce quadripole une seule et même fréquence. On n'injecte pas deux signaux. Si on injectait deux signaux, on aurait d'autres distorsions, enfin on aurait une distorsion supplémentaire qui s'appellerait de la distorsion en intermodulation, mais qui ne fait pas l'objet de cette vidéo. Alors là, ce que l'on constate, c'est qu'on a un enrichissement spectral. Et c'est la définition même de ce qu'est un circuit non linéaire. Un circuit non linéaire provoque un enrichissement spectral. Et là, on va maintenant relever ce que l'on appelle la distorsion harmonique plus le bruit. C'est précisément ce que relève un distorsiomètre. Alors le distorsiomètre repose sur un principe assez simple, pour ne pas dire simpliste, ce qui n'en fait pas pour autant un équipement facile à réaliser pour un amateur. Alors si on regarde son synoptique, il se résume à quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire un quadripole, ici ce que vous voyez là en test, suivi d'un filtre réjecteur et d'un voltmètre électronique en valeur efficace vraie. Alors la façon de faire la mesure est extrêmement simple. On vient appliquer au moyen d'un générateur BF à faible distorsion, pour ne pas dire avec une distorsion nulle, un signal à l'entrée de l'équipement en test, et on va imaginer qu'à la sortie de cet équipement, eh bien, nous avons ce signal-là, ici, qui est fortement distordu, on va dire, enfin avec une forte distorsion. Le dessin que j'ai représenté ici, c'est finalement l'harmonique 1 et l'harmonique 2. C'est un signal composé de deux signaux, en fait deux harmoniques. Et ce que l'on va faire sur un distorsiomètre, c'est qu'on va basculer les switches et venir mesurer ici l'ensemble du signal d'entrée, c'est-à-dire on va mesurer, pour être encore plus clair, en valeur efficace vraie, la fondamentale, la distorsion et le bruit, ce que vous voyez ici, parce que ici vous venez récupérer l'ensemble des signaux sortant de l'amplificateur ou de l'équipement à tester. Alors quand on parle de mesure de distorsion, de quoi parle-t-on finalement? Alors il y a une formule qui est donnée, que vous voyez ici, et qui vous démontre que la distorsion est un pourcentage, elle est simplement le rapport de l'ensemble des valeurs efficaces des harmoniques, ce que vous voyez ici, c'est ici ce que j'ai encadré, divisé par le signal total, tout simplement. Alors pour ça, pour pouvoir arriver à ce résultat, on vient simplement ajouter un filtre à l'intérieur, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on bascule les switches et on les fait passer ici, comme vous voyez ce signal-là, par un filtre réjecteur. Au cas d'espèce qui nous occupe, le signal qui est ici est composé donc d'une fondamentale et d'une harmonique 2. Et bien, finalement, ce que l'on va avoir en sortie, c'est tout simplement l'ensemble des harmoniques. En l'occurrence, là, on n'a qu'une seule harmonique, l'harmonique 2, et on vient mesurer cette valeur-là directement avec un voltmètre en valeur efficace. Et le rapport des deux va nous donner la distorsion.
Et là, dans ces cas-là, le voltmètre ne mesure plus que la distorsion et le bruit. Ce filtre réjecteur, en l'occurrence, en l'espèce, peut être constitué, dans les équipements analogiques, est constitué essentiellement de deux types de filtres. On va dire un filtre à pont de Wien, c'est ce que j'ai dans mon équipement à tube, ou des filtres en T. Alors après, on pourrait envisager de faire ça avec des filtres numériques aujourd'hui, mais c'est les deux types de filtres réjecteurs qui sont utilisés et que nous allons regarder maintenant en détail, en particulier le filtre à pont de Wien. Venons-en maintenant à l'examen du filtre à pont de Wien, ou à pont de Vienne, je ne sais pas quelle est l'exacte prononciation, je ne suis pas germanophone. Alors ce filtre-là, que vous voyez apparaître ici, est un filtre très ancien, c'est-à-dire c'est un filtre qui a été inventé en 1891 pour compléter le pont de Weston. Originellement, c'est un filtre qui servait à mesurer des fréquences quand celui-ci rentre à la résonance. C'est un filtre à résistance-capacité et comme on le verra, qui a un faible facteur de qualité. Alors il est beaucoup utilisé, et il a beaucoup été utilisé sur des oscillateurs dits à oscillation pseudo-sinusoïdale. C'est pas parce que ça ne donne pas des fonctions sinusoïdales, mais parce que c'est un filtre en fait qui demande à être compensé, comme l'a fait remarquer Philippe de Merliac sur sa chaîne. Et en fait, vous allez plutôt avoir des oscillations amorties, ce qui oblige à mettre un asservissement dans ce type d'oscillateur. Quoi qu'il en soit, Hewlett-Packard a démarré sa carrière en 1938 en fabriquant un générateur pour l'époque révolutionnaire qui avait 0,1% de distorsion et qui était appuyé sur ce genre de filtre utilisé en oscillateur compensé par une ampoule à incandescence. Alors si on regarde un peu dans le détail ce filtre et qu'on en regarde sa réponse, plusieurs choses sont à retenir. D'abord, c'est un filtre qui a un facteur de qualité relativement mauvais, relativement faible, même très faible, ce qui explique qu'il va plutôt vous générer des oscillations amorties. Et d'autre part, la première des choses qu'il faut retenir, c'est qu'à la résonance, la phase est nulle, passant de plus 90 degrés à moins 90 degrés, ça n'a rien d'étonnant parce qu'on pourrait parfaitement symboliser ce filtre ici par un filtre passe haut du premier ordre et un filtre passe bas du premier ordre. Bon, cela dit, on va juste jeter un coup d'œil rapidement sur la fonction de transfert. La fonction de transfert, ici, elle présente une chose, c'est que quand ce filtre est à la résonance, son atténuation est très exactement d'un tiers. Alors quand on fait un oscillateur, on s'arrange pour maintenir en permanence un tiers dans la réaction de façon à en faire entrer le système en oscillation. La difficulté du fait de ce faible facteur de qualité, c'est qu'il faut en permanence maintenir le gain à un tiers, ce qui explique la difficulté de réalisation des oscillateurs à pont de Wien. On est obligé de les compenser. Alors ce filtre-là peut être évidemment parfaitement utilisé comme un réjecteur. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, si on devait concevoir un distorsiomètre moderne, on n'utiliserait plus un filtre à pont de Wien. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que j'ai dans l'équipement à tube. Et ce filtre, pour qu'il puisse devenir un filtre réjecteur et non pas avoir cette réponse, comme vous pouvez le voir ici, de filtre passe-bande, il va falloir utiliser un artifice, qui est le principe même du pont, que je vais vous montrer tout de suite. Idéalement, il faut avoir un pont, comme ça, et venir mesurer la tension ici, dans le pont, que vous voyez ici, avec un rapport de résistance qui soit exactement d'un tiers, et quand le filtre va entrer à la résonance, les tensions ici vont s'annuler. Pourquoi? Parce que quand ce filtre est à la résonance, ici, son atténuation est très exactement d'un tiers, et si vous avez deux résistances qui font un rapport de tension sur ce pont exactement d'un tiers, et bien vous aurez une tension nulle à la fréquence considérée. Il faut imaginer que c'était un des outils qui était utilisé pour mesurer la fréquence dans le passé. Si on applique ce filtre-là, que vous voyez ici, à une recherche de distorsion harmonique, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec un signal parfaitement sinusoïdal, en sortie de l'ampli, ici, nous avons un signal avec de la distorsion. Ce signal, on a vu le spectre. Voilà, c'est ce spectre-là, qui d'ailleurs est le spectre réel de cette forme d'onde, puisque je l'ai tracé sur Excel, en fait, ce truc-là. Et si vous venez regarder ça, on va retrouver la fondamentale. Donc la fondamentale, elle est quelque part là-dedans. Additionnée d'un certain nombre de signaux. Là, si j'ai fait une décomposition, ce que ne vous donnera jamais un oscilloscope.
c'est-à-dire une décomposition dans le modèle temporel de l'ensemble des harmoniques. Et l'idée, c'est donc de venir extraire uniquement cette partie ici, là, c'est-à-dire mesurer les harmoniques pour la comparer avec l'ensemble du signal composé de la fondamentale et des harmoniques. Et pour ça, il nous faut un filtre, et on va voir que ce filtre nécessite d'avoir un facteur de qualité très important, parce que si les pentes de ce filtre ne sont pas assez raides, ben vous imaginez aisément que vous pouvez ici venir mesurer des harmoniques en lieu et place uniquement de la fondamentale, uniquement. Alors pour ça, pour pouvoir faire ça, on va réaliser un pont. Alors on ne va pas réaliser un pont avec deux résistances comme cela, mais je vais déjà vous expliquer ce principe-là par rapport au pont. Alors pour comprendre le fonctionnement d'un pont de Wien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, idéalement, il faut avoir, quand ce filtre entre à la résonance ici, entre ces deux bornes, il va être égal à 1/3 d'atténuation, et il faut qu'on ait un pont ici, là, de exactement un rapport de 1/3. Alors ça, on pourrait envisager de le réaliser avec une résistance variable ou un potentiomètre, et régler la fréquence sur laquelle on voudrait travailler avec des condensateurs variables liés entre eux, et on voit déjà les premières difficultés qui consistent à avoir des composants rigoureusement identiques en termes de réponse pour qu'on puisse avoir quelque chose qui marche quand on fait le réglage. Alors si maintenant on vient injecter un signal ici, et on va essayer de comprendre l'astuce qui est utilisée dans ce distorsiomètre, ben, si on vient placer une masse maintenant au milieu, ça ne change rien dans notre système, mais on va se rendre compte que, vu de chaque branche du pont, ici, c'est comme si vous aviez alimenté ça avec deux signaux en opposition de phase. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va parvenir à ce résultat au moyen d'un déphaseur cathodine. Donc plutôt que de faire ça, ce que l'on va faire, c'est brancher le voltmètre à la masse et venir alimenter le pont, à ce moment-là, avec deux signaux en opposition de phase, dont la relation entre ces deux signaux est très exactement d'1/3. Et dans ces cas-là, ce que l'on va mesurer ici, effectivement, c'est la réjection. Et au cas d'espèce qui nous occupe, uniquement les valeurs efficaces des harmoniques. Alors pour pouvoir parvenir à ça, on va utiliser un pont de Wien avec un déphaseur cathodine. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un pont comme ça, et on va le substituer tout simplement par ce montage-là. C'est très exactement ce qu'il y a dans ce distorsiomètre, et dans lequel les deux signaux en opposition de phase ici sont constitués par les deux branches du cathodine. Il y a une résistance, comme je vous l'ai montré ici, qui vient régler l'équilibre du pont. Et là, les condensateurs variables vous permettent de caler la fréquence, si bien que ce que vous mesurez ici, c'est très exactement, uniquement, les harmoniques. Par exemple, si on vient entrer notre signal composé de deux signaux, c'est-à-dire la fondamentale ici, plus l'harmonique 2, ce que l'on va avoir ici, à chaque extrémité, ou à chaque branche du déphaseur cathodine, c'est deux signaux en opposition de phase dont on s'est arrangé pour avoir un déséquilibre de 1 et 1/3. Et en sortie, ce que l'on va avoir ici, c'est uniquement les harmoniques, puisqu'on aura totalement rejeté la fondamentale. Alors, pour le voir de manière plus pratique et plus didactique, plutôt que de faire un montage de labo, je vais vous proposer maintenant de le voir sous la forme d'une simulation que j'ai faite sur LTSpice. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le même filtre, précédé d'un pont diviseur de tension qui n'influence pas la réponse de ce filtre, et l'influence d'autant moins qu'au cas particulier de LTSpice, ces deux générateurs sont des générateurs parfaits. Alors prenons le premier cas où j'ai marqué passband, puisque ce filtre-là, dans ces cas-là, est monté comme étant un filtre passband. Alors si on vient regarder comment il est alimenté, du fait que l'on référence le pont diviseur à la masse, ici on a un courant qui vient s'établir, aucune influence sur la réponse du filtre, et là on a uniquement un signal qui vient alimenter ce truc-là en asymétrique. Si maintenant on déplace la masse à 1/3, comme on l'avait vu sur la fonction de transfert, puisque quand ce filtre est à la résonance, il a une atténuation d'1/3 en linéaire. Si on vient faire cela, on se rend compte qu'on alimente ce filtre en fait avec deux signaux en opposition de phase déséquilibrés, ce qui est normal puisque la référence de potentiel n'est pas au centre comme on pourrait le faire avec un amplificateur opérationnel. Alors ça va avoir une conséquence sur la réponse
de ce filtre-là, il est calé environ à 1000 Hz. Si je regarde dans le passband ici par rapport à l'entrée, bien on voit que j'ai à peu près un tiers d'atténuation, ce qui est normal puisque ce filtre est à la résonance. En revanche, si je viens regarder ce filtre-là en réjection, par rapport à l'entrée, eh bien ici on voit que la sortie reject, qui est en bleu, est très faible, donc il se comporte comme un filtre réjecteur. Alors il se comporterait exactement de la même manière si par exemple, typiquement, je venais mesurer, ce qui est possible à le faire sur LTSPI, si je venais mesurer ça entre ça et ça. Voilà, ici vous voyez que ce filtre assure une réjection. Alors quelle est la nature de cette réjection et la valeur de cette réjection? On va regarder ça tout de suite sur le modèle en fréquence. Observons maintenant ce filtre dans le domaine des fréquences. Alors quand la masse est au pied du pont diviseur, comme on l'a vu précédemment, nous avons un filtre passband. C'est bien ce que l'on trouve ici, avec une pente de 20 dB par décade de part et d'autre de la fréquence de résonance qui est environ à 1 kg avec ses deux valeurs de résistance et de condensateur. Alors à partir du moment où on vient alimenter ce filtre ici avec deux signaux symétriques, enfin ici on est en asymétrique, et deux signaux en opposition de phase, déséquilibrés de 2 tiers, 1 tiers, on va regarder ce qui va se passer. Ben, naturellement, ce que l'on a ici, c'est que l'on a un filtre réjecteur. Donc il faut savoir que cette réjection n'est pas suffisante pour fabriquer un distorsiomètre uniquement avec ce filtre-là, c'est-à-dire qu'il va falloir asservir ce filtre au moyen d'une réaction de façon à améliorer à nouveau le facteur de qualité de ce filtre-là pour avoir un filtre dont la réjection est supérieure, c'est-à-dire qu'ils viennent véritablement nous éliminer la fondamentale de manière à ce que l'on puisse venir analyser tout ce qui est en dehors de la fondamentale, ce qui est le principe même de la distorsion harmonique. Intéressons-nous maintenant au schéma de l'IM58, ce distorsiomètre à tube que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors si vous regardez le schéma ici, il est relativement classique, il est même assez simple, hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tubes, hein, finalement, il y a 4-5 tubes là-dedans, maximum. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'étages, pour pouvoir le détailler? Alors le premier étage, c'est un préamplificateur classique en cathode commune avec une résistance de cathode non découplée. Je ne vais pas y revenir, ça a pour effet de réduire la distorsion, puisqu'il est bien évident que ce premier étage, s'il fait de la distorsion, bah vous imaginez aisément que ce n'est pas la peine de faire une mesure. Il est suivi d'un déphaseur cathodine. Alors ce déphaseur cathodine est constitué d'une pentode, ici montée en pseudo-triode, finalement c'était une triode. Alors c'est pas évident de le reconnaître, mais si vous regardez bien ici, vous avez un premier étage comme ça avec une charge cathodique ici, suivi d'une charge anodique réglable avec deux potentiomètres, et ça c'est pour pouvoir équilibrer le déphaseur afin qu'il délivre un rapport 2 tiers, 1 tiers au filtre à pont de Wien, si vous voulez, qui est ici. Alors c'est pas évident de le reconnaître, je vais vous le redessiner mieux tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose d'intéressant ici, c'est que si vous regardez bien, vous avez un effet de contre-réaction ici, là, un premier effet de contre-réaction, ça a pour effet encore de réduire la distorsion de cet étage, et d'autre part, il est suivi d'un cathode follower, lequel cathode follower vient appliquer une contre-réaction globale au filtre de façon à améliorer son facteur de qualité. Alors si maintenant on vient regarder ce schéma ici plus en détail, qu'est-ce que vous allez avoir? Le filtre qui est là va prendre tout de suite une autre forme quand je le redessine correctement. Une fois supprimé les rotacteurs, ce que vous avez ici, c'est bien un filtre à pont de Wien avec une résistance série, un condensateur en série et son équivalent en parallèle qui viennent attaquer ici les deux branches du cathodine équilibrées par ces résistances-là pour avoir le fameux ratio 2 tiers 1 tiers. Et là, ces contacteurs que vous avez là, que je vous ai supprimés, qui vont vers le voltmètre électronique, possèdent deux positions. Une position dans laquelle vous venez mesurer le signal d'entrée. Donc dans ces cas-là, vous venez ici, finalement, vous court-circuitez l'intégralité de tout ce circuit-là et vous venez rentrer là. Et à ce moment-là, quand on est connecté ici, vous venez mesurer directement la fondamentale et les harmoniques. C'est ce que vous voyez ici. Et quand on bascule sur ce côté-là, et bien finalement, vous mesurez la sortie du filtre, donc uniquement les harmoniques
sur le galvanomètre, et c'est ce que vous avez en sortie ici, et on verra pourquoi, parce que vous pouvez voir la nature de la distorsion avec un oscilloscope. Alors je vais vous proposer de faire des mesures. On ne va pas les faire dans cette vidéo pour ne pas alourdir cette vidéo. Je vais les faire dans une vidéo complémentaire que je vous mettrai en ligne d'ici une semaine. Quoi qu'il en soit, comment va-t-on procéder? Alors on va utiliser un générateur basse fréquence, qui n'est pas celui-là d'ailleurs, mais je n'avais pas d'autres photos. Vous verrez au labo, j'ai un générateur à faible distorsion, suivi d'un amplificateur à tube. Alors j'ai pas utilisé un amplificateur de puissance, j'ai fait un petit montage avec une triode pour pouvoir forcer la distorsion, enfin un étage de préamplification, suivi donc d'une charge, derrière le distorsiomètre, et derrière on viendra y mettre un oscilloscope, analogique ou numérique, peu importe, sur lequel on verra la nature de la distorsion. Alors ça, c'est les mesures que nous ferons dans la prochaine vidéo, en détail, et on les comparera aussi d'ailleurs avec une mesure en FFT faite avec un oscilloscope numérique avec le Siglent que j'ai au labo. Salut, et à bientôt sur les ondes.